bonjour à toutes et à tous. Alors, on a une petite demi-heure à passer ensemble. Et donc, je voudrais, pendant ce petit moment, vous parler à la fois du modèle social français, des réformes et du progrès, bien sûr. Alors, je voudrais, je ne sais pas, c'est bien le micro comme ça? Ouais. Non, c'est pas bien? Ok, comme ça alors. Ah oui, c'est beaucoup, beaucoup mieux. Même comme ça, voilà. Alors, je voudrais en fait pour ça vous raconter trois histoires qui vont se succéder. La première histoire, c'est celle qu'on a entendue beaucoup pendant la campagne présidentielle et qui était portée par, ou du moins racontée par plusieurs candidats, dont celui qui a gagné. Alors, quelle était cette histoire? C'est que la France serait le seul grand pays à être dans une situation économique délicate, fragile, mauvaise, disons les choses, à connaître un taux de chômage très important, et la cause en serait le modèle social français. C'est-à-dire que c'est le modèle social français, et notamment ces deux gros volets, le Code du travail et notre système de protection sociale, qui aurait empêché la France, et la France toute seule, de réussir aussi bien que les autres, qui expliquerait donc notre situation. Et il faudrait donc engager des réformes profondes, pour se sortir de cette situation. Voilà ce que l'on a entendu, avec toute une rhétorique de la lourdeur de notre modèle social, rhétorique de la rigidité, et notamment autour du Code du travail, qui a été d'ailleurs, vous vous en souvenez, la première réforme mise en œuvre par le gouvernement. Ce Code du travail handicaperait les entreprises, les entrepreneurs dans leur recherche de compétitivité, et donc il faudrait remédier à cela. On a entendu aussi dans ces discours l'idée que les Français seraient réfractaires au changement, et que finalement on a eu un espace dessiné, coupé en deux parties. Il y aurait d'un côté les progressistes qui seraient pour le mouvement, pour l'agilité, pour la flexibilité, pour la mobilité totale, je dirais, et puis les autres, les conservateurs, qui eux seraient pour l'immobilisme et qui ne voudraient pas changer. Et les progressistes serait du côté de l'adaptation, c'est-à-dire que le monde changeant tout le temps, on n'a jamais entendu parler autant de mutation du monde, mutation du travail. Il faudrait que nous nous adaptions, et ce serait ça le progrès. Le progrès serait donc du côté du mouvement, et on retrouverait un peu, je ne sais pas si vous vous souvenez de cette opposition au XIXe siècle entre l'ordre et le mouvement. Voilà, le progrès serait du côté du mouvement. Alors, cette histoire que l'on nous a racontée, plusieurs candidats, je disais, la racontaient pendant la campagne présidentielle. En fait, c'est une histoire ancienne. C'est une histoire qui est racontée depuis assez longtemps, et notamment par une des grandes institutions internationales, l'OCDE, l'Organisation de coopération et de développement économique, vous savez, le club des pays les plus riches. Et en fait, c'est au moment au milieu des années 80, que l'OCDE a commencé à tenir ce discours et à dire que si les pays développés voulaient parvenir à se maintenir dans la globalisation, alors il leur fallait absolument s'adapter. Et que signifiait ce terme d'adaptation? Ça signifiait qu'il fallait baisser les salaires, baisser la protection de l'emploi. Ce qu'on appelle la protection de l'emploi, vous savez, c'est tout cet ensemble de dispositifs qui organisent le licenciement et l'embauche. Et l'OCDE, d'ailleurs, proposera, à la fin des années 90, un indicateur qui a eu beaucoup d'influence dans les débats internationaux et bien sûr dans les débats français, parce que l'OCDE se promenait dans les pays, elle venait faire en quelque sorte des études dans les pays et donner des notes et dire vous vous comportez bien ou vous vous comportez mal, il faut vous améliorer, vous n'êtes pas dans le mainstream, il faut vous corriger. Et donc l'OCDE a proposé dans les années 90 un nouvel indicateur, l'indicateur de rigidité de la protection de l'emploi ou de rigueur de la protection de l'emploi. Il s'agissait de faire des corrélations entre une courbe qui montrait
sur les différents pays combien rigides étaient les procédures de licenciement. Est-ce que c'était difficile ou pas difficile de licencier les gens? Est-ce que c'était facile ou pas de recruter en contrat court? Et ensuite, on mettait les pays sur une même ligne et on comparait leurs performances. Plus tard, vous aurez un autre indicateur proposé par la Banque mondiale qui s'appelle Doing Business. Et là, c'est encore pire d'une certaine manière. C'est vous avez la meilleure performance possible quand vous licenciez le plus facilement possible. Donc, je disais, cette histoire, elle nous a déjà été racontée. Finalement, elle nous est racontée depuis longtemps. Cette histoire nous est racontée depuis les années 80. Ça vient de loin. Ça vient d'abord des États-Unis. C'est transporté par les institutions internationales. Ça rentrera, souvenez-vous, par le Royaume-Uni avec Tony Blair, qui dira que nos modèles sociaux sont trop lourds et qu'il faut considérablement simplifier les choses. Et puis, donc, c'est autour de 99, au début des années 2000, que l'on a vraiment une très forte offensive, je dirais, d'un certain nombre d'économistes, dont, je ne vais pas faire du name dropping, mais dont l'économiste Olivier Blanchard, un Français qui propose justement de corréler cet indicateur de protection de l'emploi et le chômage, pour essayer de montrer qu'il y a des relations et que donc la situation, l'anémie en quelque sorte des pays européens et notamment de la France s'explique par la trop forte protection, en gros par le coût du travail. Voilà une première histoire donc. Alors moi j'ai envie de vous en raconter une autre, c'est celle que nous racontons dans le bouquin dont vous a parlé Denis tout à l'heure, qu'on a intitulé « Une autre voie est possible ». Et c'est une histoire qui n'a rien à voir. C'est une histoire qui explique aussi notre situation, qui n'est pas bonne. Je crois que ça, personne ne le remet en cause, même si, et attention, la France n'est pas le seul pays à ne pas aller bien. La France n'est pas le seul pays à avoir un taux de chômage élevé. Bon, il y a au moins, quand on regarde les États membres, il y a au moins l'Espagne et l'Italie qui sont dans le même cas, et même dans une situation plus délicate. Alors, qu'est-ce que c'est cette deuxième histoire? Elle consiste aussi à revenir, à prendre un petit peu de recul et à se dire que nous avons eu une crise majeure en 2008 qui a fait un mal absolument fou, qui s'expliquait en partie par les dysfonctionnements du capitalisme financier. Vous vous souvenez, la libération folle des capitaux dans les années 90-2000, des masses de capitaux qui vont s'installer dans les différents pays et qui mettent les États sous pression, une baisse des salaires qui explique que les ménages sont obligés de s'endetter pour continuer à vivre ou à survivre, et finalement une bulle qui éclate, une situation catastrophique dans une grande partie du monde, une dette privée qui se transforme en dette publique, parce que les États sont obligés de venir au secours de leurs banques, les banques sont trop grosses pour les laisser tomber, et finalement, donc, on se retrouve avec en effet des finances publiques qui ne vont pas bien du tout, mais vous voyez bien que c'est pas parce qu'on n'a pas su gérer, c'est pas parce qu'on n'a pas été, nous les Français spécialement, de mauvais gestionnaires, c'est parce que l'État a dû intervenir comme un pompier pour récupérer, pour mutualiser ces dettes privées qui mettaient le monde sous pression. Et puis, je continue cette histoire. Que s'est-il passé? Après cette gigantesque crise de 2008, on a commencé, notamment la France, on a commencé à se relever. 2010, on commence à se relever. Et là, sont réalisées, sont faites une série d'énormes erreurs de politique économique. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est par exemple le fameux monsieur dont je vous ai parlé tout à l'heure, Olivier Blanchard, le chief économiste du FMI, qui dira plus tard, nous nous sommes complètement trompés. Que se passe-t-il à partir de 2011-2012 ? Ce qu'on a appelé les politiques d'austérité et une obsession de l'équilibre budgétaire. C'est-à-dire, on dit aux États, attention, votre priorité absolue, ça doit être de ne plus avoir de dette et d'avoir des finances publiques tirées au cordeau. Donc, ça doit être votre obsession majeure, réduire la dette, ne pas avoir de déficit. Souvenez-vous, François Hollande arrive au pouvoir, il reçoit en quelque sorte le fameux pacte budgétaire européen, il va le signer à la fin de 2012 et vont se mettre en place, à cause de ce nouveau pacte budgétaire, des politiques d'austérité extrêmement fortes dans les différents pays. Et là, pof, la France
à nouveau repart en stagnation, je dirais, parce que l'activité n'a pas été relancée comme il le fallait. Je disais que ces erreurs ont été reconnues, non seulement par Olivier Blanchard, donc ils se sont trompés, c'est-à-dire ils pensaient que l'austérité permettrait quand même qu'il y ait de la croissance. Et en fait, l'austérité n'a pas du tout relancé la croissance, elle l'a totalement étouffée. Et donc, il le reconnaîtra en 2013. Et puis, il y a eu plus récemment une note, toujours du FMI. Vous savez, le FMI, c'est l'instance internationale qui a accompagné la libéralisation des mouvements de capitaux. Et donc, il y a une note du département de la recherche du FMI en 2016 qui fait une sorte de bilan de ce qu'on a appelé le néolibéralisme, c'est-à-dire toutes ces politiques qui se sont mises en place depuis les années 80 et qui consistent en gros à faire énormément confiance au marché et à demander à ce que l'État se retire. Eh bien, le FMI intitule sa note « Le néolibéralisme a-t-il été survendu ?» et il tire un bilan extrêmement inquiétant de ce qui s'est passé depuis une trentaine d'années en disant eh bien, cette libéralisation des capitaux, tous azimuts, et ces politiques d'austérité, finalement, elles n'ont pas du tout donné les résultats que nous attendions. Au contraire, elles ont considérablement augmenté les inégalités dans le monde entier, et la note parle même de la possibilité d'en revenir à un certain contrôle des capitaux. Parce que vous voyez bien, quand je disais que les États sont sous pression, vous voyez bien que les gouvernements n'ont quasiment pas de marge de manœuvre, parce que vous êtes coincés d'un côté entre la spéculation et les mouvements, les gens qui ont d'énormes capitaux à placer, et qui, si vous faites quelque chose qui ne leur plaît pas, vont retirer tous leurs capitaux, plus les riches qui vont partir. Donc vous allez avoir un pays exsangue, et de l'autre, les contraintes budgétaires européennes qui nous empêchent de faire du déficit, bon, même si on en fait, hein, mais qui nous demandent d'être obsessionnels sur la réduction du déficit, et donc qui nous empêchent de faire les investissements dont nous avons besoin, les investissements d'avenir dont nous avons besoin, par exemple dans l'éducation ou dans la transition écologique. Donc, voilà, des grosses erreurs de politique économique, mais comme on n'a pas voulu le dire, ça, comme aucun gouvernement n'a voulu reconnaître qu'il avait fait des erreurs, y compris le gouvernement, vous voyez, je mets un petit peu tout le monde dans le même sac, mais y compris le gouvernement de François Hollande qui va faire en 2013-2014, avec le CICE et le pacte de responsabilité, 40 milliards donc, qui va faire une politique exclusivement d'offres, en oubliant complètement la demande. Et donc, bien sûr, il y avait un problème d'offres, mais il y avait aussi un problème de demande. Donc, il aurait fallu faire les deux en même temps, et là encore, ne pas étouffer l'investissement. Mais comme personne n'a voulu reconnaître cela, ces erreurs, eh bien, on avait un bouc émissaire tout trouvé, et c'était le modèle social français, qui serait très, très mauvais. Je vous ai épargné toutes les réflexions ces 20 dernières années sur les modèles sociaux. On a aussi voulu étalonner les modèles sociaux et dire tel modèle est bon, tel n'est pas bon. Alors au début, il n'y en avait qu'un seul qui était bon, c'était le modèle libéral, le modèle anglais. Pourquoi ? Parce qu'il était très souple et il permettait que les salaires baissent lorsqu'il y avait des problèmes. Donc du coup, on n'avait pas de chômage. Après, un peu plus tard, en 2006, on a reconnu qu'il y avait un autre modèle intéressant qui était le modèle nordique. Mais dans tous les cas, le modèle français, ou ce qu'on appelait le modèle continental, ou encore le modèle, ça c'est très vilain, corporatiste conservateur, donc dès que vous avez dit ça, vous vous dites, oh là là, ce modèle-là doit être absolument horrible. Ce modèle était considéré comme de toute façon inefficace. Ce que nous essayons de montrer dans notre bouquin, c'est que non, notre modèle social n'est pas coupable, ni le Code du travail, ni le système de protection sociale. J'en dis deux mots. Sur le Code du travail, il n'a jamais été prouvé, malgré l'avalanche d'études sous lesquelles on a essayé de nous écraser, il n'a jamais été prouvé que la suppression de certaines règles crée de l'emploi. Il y a eu des sortes d'études qui montraient qu'il y avait peut-être un peu plus de chômage de ceci ou de cela, mais on n'a jamais eu d'études claires qui diraient, voilà, si vous supprimez les dispositifs protégeant les salariés, alors vous créerez massivement des emplois. Et puis, je veux juste rappeler que, concernant cette idée que les employeurs refuseraient d'embaucher à cause du Code du travail, il existe de très nombreux instruments, vous le savez, pour se séparer
d'une personne, la rupture conventionnelle. Il y a eu des millions de ruptures conventionnelles signées depuis son invention. Il y a des tas de contrats de plus en plus courts. Enfin bref, vous pouvez quand même faire beaucoup de choses lorsque vous voulez vous séparer de quelqu'un. Et puis sur le modèle social, et juste pour revenir sur la phrase qui a fait couler tant d'encre de notre président qui disait qu'on dépensait vraiment un pognon de dingue sans que les pauvres s'en sortent, je vous conseille la lecture d'un très beau rapport qui est sorti il y a 2 jours de l'Observatoire des inégalités qui montre exactement le contraire. C'est-à-dire que non, on ne dépense pas tant d'argent que ça. Parce que si vous voulez, dans les discussions, on a toujours tendance à confondre les aides sociales, les minima sociaux, on va dire. Minima sociaux, c'est RSA, AAH et minimum vieillesse, principalement, 25 milliards. Et souvent, on dit, regardez, la France, elle dépense trop pour ses aides sociales, 750 milliards. Mais non, 750 milliards, c'est la totalité de notre protection sociale. Alors, bien sûr, c'est beaucoup, hein, c'est le tiers de notre produit intérieur brut, mais là-dedans, il y a toutes nos pensions, il y a l'hôpital, il y a toutes ces choses-là. Donc ça, je ne crois pas que c'est mal, n'est-ce pas? Donc, attention à ne pas confondre les minima sociaux, 25 milliards, et les dépenses de protection sociale, 750 milliards. Et donc tout ça pour vous dire pourquoi notre modèle social n'est pas si mal que ça. Parce que d'abord on a le taux de pauvreté, un des taux de pauvreté les plus bas de l'Europe, hein, plus bas que l'Allemagne, plus bas que le Royaume-Uni, notamment parce qu'on a moins de temps partiel et moins de précarité qu'en Allemagne ou au Royaume-Uni. Et puis, on a un modèle social qui redistribue bien, c'est-à-dire que ce taux de pauvreté, autour de 14%, il serait de 22% si on n'avait pas ce système de cotisation sociale, impôts, prestations sociales. Donc, il corrige pas mal du tout les inégalités. Alors, j'ai fini ma deuxième histoire, c'est donc, vous voyez, c'est celle que nous racontons. Et alors, vous allez me dire, bah oui, mais c'est très bien, et alors, qu'est-ce qu'on fait donc avec cette nouvelle histoire? Alors, j'ai envie de vous en raconter une troisième, parce que il est évident que notre pays ne va pas bien. Oui, nous avons un taux de chômage élevé. Oui, notre situation économique est mauvaise. Et donc, oui, il faut faire quelque chose. Mais alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Faut-il, et c'est ma troisième histoire, elle consiste à regarder ce qu'on pourrait faire à l'avenir, faut-il relancer la croissance? Vous savez que c'est ce qu'on entend comme discours un peu alternatif. Il faudrait relancer la croissance, relancer la demande pour que ça aille mieux. Eh bien, je ne crois pas que ce soit la solution. Pourquoi? Parce que je crois qu'aujourd'hui, il est vraiment temps d'interroger cette notion de croissance. Vous avez entendu comme moi tous ces rapports qui sortent, le dernier rapport du GIEC notamment, avec de nouvelles préoccupations, une prise de conscience de la population de plus en plus forte, de plus en plus intime, que quelque chose ne va pas. Et j'ai l'impression que nous sommes prêts à reconsidérer notre passé, à relire les choses avec d'autres lunettes. Parce que jusqu'à maintenant, qu'est-ce qu'on nous disait? Vous vous souvenez, il y avait le jeu de mots, les 30 glorieuses, les 30 piteuses. Je n'ai pas trouvé encore de mots, mais je crois qu'il faut encore inventer autre chose. Je pense à un livre qu'ont écrit des collègues qui s'appelle « Une autre histoire des 30 glorieuses ». Hein. Les 30 glorieuses, en effet, ça a été un moment d'énorme, ils appellent ça l'âge d'or aux États-Unis, il est arrivé un peu plus tôt que chez nous. Et ces 30 glorieuses, c'est en effet le moment où on a considérablement amélioré nos conditions de vie. Et d'une manière générale, la croissance, dont on date le véritable décollage au milieu du 19e siècle, la croissance, elle a apporté un nombre de bienfaits infini, une amélioration considérable des conditions de vie. Elle nous a arrachés à la pauvreté, un très grand nombre de pays. Donc, on ne peut pas comme ça jeter la croissance, c'est évident. Mais en même temps, ces 30 glorieuses, elles ont été aussi le moment où on a rejeté plus que jamais auparavant des gaz à effet de serre dans l'atmosphère et où on a commencé à avoir des comportements excessifs vis-à-vis de la nature, à rejeter dans la nature, c'est ce que montre la notion d'empreinte écologique, hein, à rejeter dans la nature des pollutions avec des pesticides, la révolution verte et toutes ces choses-là, beaucoup plus en excès absolument considérable. C'est à cette époque également donc que l'on a connu, si vous regardez la courbe, elle est extrêmement claire, hein, que l'on a connu un excès considérable
de projection dans l'atmosphère de ces fameux gaz à effet de serre qui aujourd'hui menacent de nous étouffer et de nous faire complètement changer d'époque. Donc il faut absolument que l'on s'interroge sur cette affaire de croissance. Parce que ce que l'on voit très bien, quand est-ce que nous avons eu un petit plat dans la courbe des émissions de gaz à effet de serre? Eh bien, pendant les années où le PIB mondial a stagné, voire baissé à cause de la crise. C'est au moment de la crise qu'on a eu la stagnation des émissions de gaz à effet de serre. Et tout nous montre que nous ne pourrons pas atteindre les objectifs du GIEC, de l'accord de Paris, si nous continuons à avoir des taux de croissance comme ceux que nous avons aujourd'hui, y compris si on s'en plaint et s'ils sont trop faibles. Or, vous savez qu'aujourd'hui, on s'en plaint beaucoup. On entend des prières encore dans le monde entier. Hein. On a l'impression d'être revenu à l'époque de Rome, hein, avec les Arupistes qui lisaient dans le foie des poulets, qui disaient est-ce que ça va revenir? Est-ce que ça va revenir? On a des prières qui sont lancées vers le ciel pour que la croissance revienne. Et je crois qu'il faut qu'on accepte de dire que le retour de la croissance, ça n'est pas ce que nous devons espérer. Pourquoi plus fondamentalement? Parce que, vous voyez, tout ça, ça pèse sur un indicateur fétiche, hein, le PIB. Le taux de la croissance, c'est le taux de croissance du PIB, le taux de croissance en volume du PIB. Mais qu'est-ce que c'est que cet indicateur PIB? Vous le savez, c'est maintenant très très bien expliqué dès les programmes de terminale, donc normalement beaucoup de gens savent ça. Le PIB, c'est pas du tout un bon indicateur. Pourquoi? Hein, donc c'est la valeur de ce qui est échangé. Mais donc ça veut dire qu'on va compter pour zéro des tas d'activités qui sont absolument essentielles à la reproduction de la société. Bah, tout le travail domestique, vous savez, qui compte pour énormément, souvent. Alors, c'est un peu absurde hein, de le rapporter au PIB, mais il y a des tas de travaux qui ont montré que si jamais on le valorisait monétairement, ce qui serait absurde, mais il représenterait ce travail domestique au moins 40% du PIB, donc c'est énorme. Il y a tout le bénévolat, il y a toute une partie du loisir. Et puis, si on voulait dire les choses autrement, en termes non économiques, il y a toutes les activités familiales, amicales, amoureuses, politiques, qui ne produisent rien, mais qui sont essentielles à la reproduction de la société. Celles-là, elles comptent pour zéro dans le PIB. Autres inconvénients du PIB. Il n'est pas affecté par les différences dans la consommation ou dans la production. Vous pouvez avoir 10% de la population qui consomme ou 90%, le PIB s'en fiche. Alors bien sûr, il y a des petits changements, mais fondamentalement, il n'est pas affecté par ça. Fondamentalement aussi, que vous produisiez des choses toxiques ou des choses bonnes pour, par exemple, la cohésion de la société, c'est pareil. On les compte de la même manière. Et surtout, et dernier point qui me paraît évidemment le plus important, le PIB, c'est la somme des valeurs ajoutées. D'accord? On échange des choses et on va sommer les valeurs ajoutées. Mais cette comptabilité nationale, notre comptabilité nationale, elle ne regarde pas la manière dont vous mobilisez vos patrimoines pour faire cette production. C'est-à-dire, autrement dit, si vous dégradez radicalement votre patrimoine naturel pour avoir une grosse valeur ajoutée, personne ne vous le dira, vous ne le verrez pas. Idem pour la cohésion sociale. Si, pour avoir un taux de croissance fort, vous détruisez votre cohésion sociale, vous atomisez votre société, personne ne le verra avec le PIB. Donc, il faut arrêter de rester les yeux braqués sur cet indicateur, et cet indicateur, hein, qui est un indicateur international. On a, les 5 plus grandes institutions internationales ont publié un manuel, un guide qui fait plus de 800 pages, qui s'appelle le Système international de comptabilité nationale. Donc et c'est très bien, hein, on a besoin de points de comparaison. Donc on compte tous de la même manière. Mais c'est encore pire, je dirais, parce que ça veut dire que cet indicateur universel, cet indicateur de référence universel, qui a des limites absolument épouvantables, vaut pour tout le monde. Donc, que devons-nous faire? Qu'est-ce que nous pouvons faire pour écrire cette troisième histoire? D'abord, me semble-t-il, changer d'indicateur. Changer au plus vite d'indicateur. Déjà, compléter ces indicateurs par d'autres qui nous ouvriront les yeux sur ce qui se passe avec ces patrimoines. Nos patrimoines critiques, hein. Patrimoine naturel, il est critique parce que s'il disparaît, c'est notre vie qui est finie.
ou au moins nos conditions de vie à peu près décentes. Donc, compléter le produit intérieur brut par au moins 2 autres indicateurs. Un indicateur qui nous renseigne sur notre patrimoine naturel, par exemple l'empreinte carbone. Aujourd'hui, comme c'est ça qui devient vital, je pense que c'est là-dessus qu'il faut focaliser notre attention, l'empreinte carbone. Et par ailleurs, un indicateur qui nous montre comment la société est capable de réagir, comment la société parvient à respecter ce premier indicateur. Est-ce qu'on est capable de garder une certaine cohésion sociale pour nous engager dans ce que moi j'appelle la reconversion écologique. Et donc ce deuxième indicateur, ça pourrait être ce qu'on appelle l'indice de santé sociale. Donc voilà, on pourrait en quelque sorte enserrer, coiffer notre produit intérieur brut avec 2 indicateurs, l'empreinte carbone et l'indice de santé sociale, qui seraient en quelque sorte des moyens d'encadrer, de piloter notre développement économique. Est-ce que c'est possible? Et surtout, vous allez me dire, une fois qu'on a fait ça, on a tout encadré, qu'est-ce qu'on fait? Mais on peut faire des tas de choses. Je crois que s'il ne faut pas relancer la croissance, il faut absolument relancer l'activité. Et c'est ce que nous racontons dans notre bouquin. Comment relancer l'activité? Il faut relancer tout ce qui va permettre d'investir. Emmanuel Macron avait promis un grand plan d'investissement, 57 milliards sur 5 ans, dont pour l'instant on n'a quand même pas beaucoup vu le début. Il nous semble, nous chiffrons l'investissement nécessaire à au moins 20 milliards par an, et dans ces 20 milliards, c'est vraiment les dépenses essentielles pour nous engager dans la transition écologique. Par exemple, regardez la rénovation thermique des bâtiments, quelque chose de très, très, très important, à la fois pour faire des économies, pour faire baisser notre facture de chauffage, donc pour faire des économies, et très important aussi pour aider les plus pauvres d'entre nous, 8 millions de personnes en situation de précarité énergétique. Eh bien cette rénovation thermique des bâtiments, ça coûte hyper cher, au moins 12 milliards par an pendant plusieurs années. Donc voilà, nous chiffrons l'investissement nécessaire à une vingtaine de milliards par an pendant au moins 10 ans. Notre taux d'investissement public a considérablement baissé ces 10 dernières années. Et donc, il nous semble que voilà, c'est cette voie qu'il faut emprunter. Et surtout, il faut l'emprunter. Si jamais vous jetez un coup d'œil à ce livre, nous développons beaucoup de choses sur l'Europe. Il faut l'emprunter en Europe. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je crois que vous en avez parlé ce matin, nous avons une immense déception vis-à-vis de l'Europe parce que l'Europe a été le vecteur de politiques d'austérité, de politiques de désinflation compétitive, c'est-à-dire qui vise à baisser les salaires, à moins protéger les gens. Il faut refaire de l'Europe un espace enthousiasmant où nous construirons de grands projets et où nous pourrons tout simplement engager notre bifurcation. Je crois qu'aujourd'hui, on est en train de se rendre compte que nous devons, comme un gros bateau, bifurquer radicalement, nous engager dans la reconversion écologique. On a besoin de mettre beaucoup de moyens. Vous voyez, je ne suis pas en train de vous dire rentrons chez nous et puis ne consommons plus rien. Non, relançons l'activité, investissons et essayons de mettre en place ce que le philosophe Hans Jonas, en 1979, écrivait dans le principe responsabilité. Il disait, voilà la maxime que nous devons adopter. Alors lui, il écrivait parce qu'il avait découvert la puissance de la bombe atomique, il avait découvert qu'on pouvait faire sombrer l'humanité. Et il écrit en 1979, voilà la maxime que je vous propose, agis de telle sorte que les conséquences de tes actions puissent être compatible, avec la permanence d'une vie authentiquement humaine sur Terre. Agis de telle sorte que les conséquences de ton action puissent être compatibles avec la permanence d'une vie authentiquement humaine sur Terre. Je conclus sur ce terme de progrès. Je ne vous en ai pas beaucoup parlé. Je ne vous ai pas dit, mais vous le savez, que jusqu'à maintenant, on a identifié radicalement le taux de croissance au progrès. Pourquoi? Parce que ça allait dans le même sens. On se disait un bon taux de croissance, ça va en même temps qu'une augmentation des revenus, une amélioration de la santé, une amélioration du niveau d'éducation.
je crois qu'il faut que nous renoncions à cette conception, ne cherchons plus à faire des gains de points de croissance, voire même ce que Jean Fourastier appelait le cœur du progrès, voire même des gains de productivité. Essayons de faire, comme nous le proposait un économiste que j'aime beaucoup, qui s'appelle Jean Gadret, des gains de qualité et de durabilité. Donc, changeons nos indicateurs, changeons nos représentations, sortons peut-être d'une conception de la modernité un peu folle que nous avons adoptée depuis le XVIIIe siècle, avec, vous vous souvenez, l'injonction de Descartes à se rendre comme maître et possesseur de la nature. Essayons d'être un peu plus humbles et d'agir, comme nous le proposait Hans Jonas, pour d'agir. Vous voyez, c'est une maxime qui s'adresse à la fois à chacun d'entre nous et qui peut être transformée en maxime collective. Agis de façon à ce que tes actions soient toujours compatibles avec la permanence d'une vie authentiquement humaine sur Terre. Merci pour votre attention.